Donc, oui, je travaille donc dans l'équipe Exposome Hérédité et aujourd'hui, je vais vous présenter les projets Exposed, caractérisation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et leur impact sur la santé. Et, attendez, on passe pas. Et la présentation va s'articuler de la manière suivante. Je vais vous présenter rapidement les perturbateurs endocriniens en général et la cortétroisine. Et des exemples des études qui ont été déjà menées sur ces sujets dans la cohorte. Après, je vais vous présenter les questions en suspens que nous avons identifiées comme prioritaires sur ces sujets et les projets que nous avons développés pour essayer de répondre. Je vais terminer avec les conclusions et des perspectives plus générales sur cette thématique de recherche dans notre équipe. Donc, qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens? Il n'y a pas encore une définition univoque qui a été acceptée par tous pour les perturbateurs endocriniens. Mais par exemple, l'OMS a défini les perturbateurs endocriniens comme des substances, des mélanges de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et des effets induisent des effets néfastes dans l'organisme intact, sa progéniture ou au sein d'une sous-population. Mais par contre, par exemple, il y a aussi la définition fournie par l'Endocrine Society qui parle de produits chimiques exogènes au mélange qui interfèrent avec n'importe quel aspect de l'activité, de l'action hormonale. Donc, indépendamment que ces effets produisent des conséquences néfastes pour la santé. De toute manière, la définition qui est plus normalement utilisée, c'est celle de l'OMS. Donc, ces substances peuvent avoir des interactions avec les systèmes endocriniens selon différents modes d'action. En particulier, ils peuvent par exemple avoir un effet mimique et synergique, donc activer les récepteurs. Eux, ils peuvent aussi bloquer les récepteurs et donc avoir un effet antagoniste. Mais les perturbateurs endocriniens peuvent aussi perturber la synthèse et la dégradation des hormones et donc avoir une influence sur la concentration de ces molécules au niveau des organismes. Et finalement, par exemple, ils peuvent aussi avoir un impact sur l'expression des récepteurs. Donc, vous pouvez facilement imaginer la quantité des conséquences que ces substances peuvent avoir sur l'organisme et aussi dans l'environnement en général. Et en plus, il faut se rappeler que les substances qui sont considérées comme perturbateurs endocriniens peuvent aussi avoir des effets toxiques qui n'ont rien à voir avec les systèmes endocriniens. Et donc, simplement pour vous donner une idée de l'ampleur de la problématique, il y a actuellement plus de 1500 substances présentes dans l'environnement qui sont soupçonnées d'agir comme perturbateurs endocriniens. Parmi les perturbateurs endocriniens, il y a certaines molécules qui sont aussi classées comme polluants organiques persistantes. Et les POPs, selon la Convention de Stockholm, sont identifiés sur la base des 4 caractéristiques principales, qui sont la toxicité pour l'organisme humain, mais en général aussi pour l'environnement. Leur persistance dans l'environnement, en fait, ce sont des molécules qui sont résistantes à le processus naturel de biodégradation. La bioaccumulation dans les tissus des organismes vivants, en particulier dans les tissus gras. Et la mobilité, que c'est surtout une conséquence de la persistance de la bioaccumulation. En fait, cette molécule a la capacité de se déplacer sur des grandes distances et par rapport aux sites d'émission et se déposer surtout dans les milieux froids. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve en particulier dans les régions arctiques, mais aussi, par exemple, dans les Alpes. En plus, il faut prêter attention à l'effet que, comme conséquence de leur capacité de se bioaccumuler, on retrouve ces substances surtout dans la chaîne alimentaire, qui donc représente la principale source d'exposition pour la population générale. Alors, rapidement, je vous présente la cortétroisine et j'imagine que la plupart d'entre vous la connaissent déjà. De toute manière, la cortétroisine, c'est un corps prospectif qui a débuté en 1990 avec l'inclusion de presque 100 000 femmes âgées entre 40 et 65 ans à l'inclusion et affiliées à la MGN. Les femmes de la cortétroisine ont été suivies tous les 2-3 ans parmi des autoquestionnaires qui nous ont permis de récolter des informations sur leur état de santé, mais aussi par exemple sur leur vie reproductive, sur la prise des médicaments, en général sur leur mode de vie, comme par exemple le tabagisme, l'activité physique et leurs habitudes alimentaires. Et en plus, pour une sous-groupe de la cortétroisine, on a à disposition aussi des échantillons de sang et des échantillons de salive.
Donc, afin d'étudier l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans la cohorte E3N et pour étudier donc l'impact sur leur état de santé, on a fusionné les données des consommations alimentaires déjà disponibles dans la cohorte avec les données des contaminations alimentaires mises à disposition publiées par l'ANSES dans le cadre de la deuxième étude d'alimentation totale. Et on a construit donc une base de données qu'on appelle la base E3N TDS2. Et grâce à cette base de données, nous avons estimé l'exposition alimentaire individuelle à plus de 400 substances chimiques différentes pour tous les femmes de la cohorte E3N. En plus, j'ai mis en place une étude cas témoin nichée dans la cohorte en incluant parmi les femmes qui avaient donné un échantillon de sang 200 cas de cancer du sang incidents et 200 témoins pour lesquels on a mesuré les taux circulants de certains perturbateurs endocriniens. Je me suis tout d'abord focalisée sur deux groupes de substances, qui sont les substances alkylées perfluorées et les retardateurs de flammes bromées. Ces deux groupes de substances sont classés comme polluants organiques persistants et sont soupçonnés d'agir comme perturbateurs endocriniens. En particulier, les PFAS sont hydrofuges et oléofuges et ont été largement utilisés dans plusieurs produits, comme par exemple les Gore-Tex, les poils anti-adhésifs et les papiers typiquement utilisés pour les burgers. Et pour les deux PFAS qu'on retrouve plus fréquemment dans les aliments, ça veut dire les PFOS et les PFOA, l'alimentation justifie jusqu'entre 60 à 100% de l'exposition dans la population générale adulte. D'autre côté, les retardateurs de flammes bromées sont des substances qui sont utilisées comme mélange et ont été ajoutées à plusieurs produits pour les rendre moins inflammables. Ils sont caractérisés pour l'effet d'être très lipophiles. Et en fait, maintenant, la plupart sont interdits en Europe, mais ils représentent toujours un risque pour la santé de la population en général, surtout comme conséquence de leur persistance dans l'environnement. Alors, les études que nous avons menées dans la cohorte E3N nous ont mis en évidence une relation à U inversée entre l'exposition alimentaire au PFOA et le risque de développer le diabète de type 2, ainsi qu'une augmentation des risques de diabète de type 2 associée avec une exposition alimentaire élevée au HBCD. On a regardé ces expositions aussi en relation au cancer du sang et nous avons trouvé qu'une exposition alimentaire élevée au PFOS est associée avec l'augmentation des risques de développer les cancers du sang chez les femmes surpoids. Et l'étude cas témoin nichée a confirmé la présence d'une relation entre les taux circulants des PFOS et les risques de cancer du sang, mais limité exclusivement pour les cancers positifs pour les récepteurs hormonaux. Par contre, nous n'avons pas mis en évidence une association entre l'exposition aux retardateurs de flammes bromées et les risques de développer les cancers du sang dans la cohorte E3N. Donc, il reste encore beaucoup de questions à explorer afin de mieux caractériser l'exposition aux perturbateurs endocriniens et leur impact sur la santé. Premièrement, il faut améliorer les estimations de l'exposition alimentaire et développer des approches pour identifier des profils d'exposition aux mélanges chimiques. C'est aussi essentiel d'étudier les effets à long terme sur la santé humaine des perturbateurs endocriniens individuellement et en mélange, ainsi que de caractériser les effets à faible dose et les courbes dose-réponse qui ne sont pas nécessairement monotones. Et finalement, il faut rechercher dans des études épidémiologiques les effets multigénérationnels déjà mis en évidence dans des modèles animaux. Et c'est en fait sur la base de ces défis que nous avons identifié les trois axes principaux du projet Exposed. Donc, plus dans les détails, dans le cas du premier axe de la recherche, nous appuyons sur la base de données E3N TDS2. Ensemble avec Pauline Frénois, statisticienne de notre équipe, nous sommes en train d'étudier et d'adapter en contexte épidémiologique différentes approches statistiques pour identifier les mélanges chimiques auxquels les femmes de la cohorte E3N sont réellement exposées par l'alimentation. En plus, j'ai mis en place un projet dans la cohorte EPIC, qui c'est une cohorte européenne de plus de 500 000 participants. Et ce projet fait l'objet de la thèse de Thibaut Fiolet. Alors, notre objectif, en fait, c'est de fusionner les données de consommation alimentaire disponibles dans la cohorte EPIC avec les données de contamination alimentaire mises à disposition par l'EFSA, qui c'est l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, pour être en mesure d'estimer l'exposition alimentaire aux perturbateurs endocriniens individuellement et en mélange pour tous les sujets de la cohorte EPIC.
En plus, grâce à des biomarqueurs d'exposition interne déjà disponibles dans des sous-populations des pics, nous serons en mesure de valider les estimations de l'exposition alimentaire. Le deuxième axe a comme objectif d'étudier l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine. Et dans ces contextes, l'accord T3N offre un cadre très intéressant pour continuer à étudier les effets des perturbateurs endocriniens chez les femmes autour de la ménopause. En fait, les niveaux des hormones changent pendant le vieillissement et en particulier les niveaux des estrogènes tendent à baisser autour de la ménopause, qui peut donc représenter une fenêtre critique d'exposition. Mais jusqu'au moment, il n'y a aucune étude qui a étudié les effets des perturbateurs endocriniens pendant le vieillissement. En parallèle, évidemment, l'accord TEPIC offre une opportunité unique pour étudier cette thématique de manière prospective dans un grand corps des hommes et femmes. Et en plus, on étudiera les interactions entre les perturbateurs endocriniens et l'alimentation et on chercherait de déterminer dans quelle mesure plusieurs biomarqueurs internes expliquent l'association entre les perturbateurs endocriniens et les maladies non transmissibles. Finalement, pour étudier les effets multigénérationnels des perturbateurs endocriniens, j'ai mis en place un projet dans la cohorte E4N. La cohorte E4N vise à prolonger la cohorte E3N en incluant les membres de la famille des femmes E3N. Et ça représente pour le moment les seules études disponibles en France avec 3 générations. Ces projets qui étaient mis en place en collaboration avec les laboratoires Laberca à Nantes et l'Imperial College à Londres inclut 400 couples mère-fille pour lesquels on mesurera les taux circulants des PFAS, des retardateurs des flammes bromées et de plusieurs pesticides organochlorés. Et on mesurera en même temps aussi des biomarqueurs métaboliques, reproductibles, inflammatoires et des stress oxydatifs. Donc, les objectifs principaux de ces projets, c'est d'évaluer l'évolution des niveaux d'exposition en France à ces substances sur 25 ans, d'étudier les effets de ces substances dans 2 générations de femmes adultes, de caractériser les effets précoces et les courbes dose-réponse, et finalement, on essaierait de déterminer l'impact des différentes sources d'exposition et caractéristiques individuelles sur le niveau circulant de ces substances. Donc, en conclusion, ces projets contribueront à combler les lacunes scientifiques relatives à l'exposition aux perturbateurs endocriniens et leur impact sur la santé et fournira les preuves scientifiques nécessaires aux décideurs publics afin de mettre en place des politiques de santé publique adéquates et efficaces. Et plus en général, ce programme de recherche développe une approche transdisciplinaire qui représente les points de convergence entre l'épidémiologie nutritionnelle, l'épidémiologie environnementale et la toxicologie, afin de cadrer dans un contexte plus vaste les résultats épidémiologiques et donc améliorer l'évaluation du risque des perturbateurs endocriniens. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre si vous avez des questions.